Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cours du 23 octobre. Donc, je vous parle de la réflexion totale interne. À savoir que la première condition à respecter lorsque nous parlons de réflexion totale interne, on doit absolument savoir que le N1 doit être plus élevé que le N2. On se rappelle que le N étant l'indice de réfraction d'un milieu, du premier milieu, donc N1, et que l'indice de réfraction du numéro 2, donc c'est dans le matériau numéro 2. Pourquoi on parle de réflexion totale interne lorsqu'on est dans le chapitre de la réfraction? On se rappelle qu'une réfraction, c'est par exemple, un faisceau lumineux arrive par exemple, dans l'air. Donc, l'indice de réfraction dans l'air est de 1,00. Et lorsqu'il est transmis, le faisceau lumineux, lorsqu'il s'en va vers l'eau, celui-ci va être ralenti. Donc, ici, on ne parle pas de rayon réfléchi, on parle plutôt de rayon réfracté. Pourquoi? Ben en fait, c'est juste parce qu'il y a une déviance. Donc, il y a le premier faisceau, donc le rayon incident, en fait, il est réfracté, donc parce que l'angle ici a changé. Donc, lorsque l'on parle de réflexion totale interne, c'est que le N1 est plus grand que le N2. Donc, ici, on était dans l'eau. Donc, par exemple, avec un indice de réfraction 1 de 0,33. Ce qui est impossible à avoir, en fait, la réflexion totale interne dans cet exemple-ci. Pourquoi? Parce que mon N1, donc de l'air, N1 est plus petit que mon N2 de l'eau, soit 1,33. Donc, il faudrait, par exemple, que je prenne le contraire, donc un rayon qui passe de l'eau et qui s'en va vers l'air, comme ça ici, donc avec l'inverse. Donc, N1 est égal à 1,33 et N2 est égal à 1,00. En fait, je passe à un autre écran pour vous montrer concrètement qu'est-ce que c'est la réfraction pas la réfraction, mais la réflexion totale interne. En fait, ce qu'on remarque ici déjà, que mon N1 est plus élevé que mon N2. Ce que l'on remarque, c'est que lorsqu'on bouge le rayon, donc d'en haut, on remarque aussi que le rayon réfracté, s'éloigne de la normale de plus en plus. Donc, quand on rapetisse, même chose, donc de l'autre côté, c'est inversement, et c'est vrai aussi. Donc, plus je m'éloigne, plus mon angle θ2 s'éloigne aussi. Ce que je remarque, c'est lorsque je vais bien tranquillement et que j'atteins une certaine limite, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait une réflexion. Une réflexion qui va avoir absolument toutes les mêmes caractéristiques en fait, lorsqu'il y avait une réflexion dans un miroir. Donc, l'angle d'incidence est la même chose que l'angle réfléchi. Et on repart, en fait, la démonstration. Je vous montre avec la ligne pointillée qui est juste à gauche de mon petit point, là, ici. La ligne pointillée, c'est l'angle critique. L'angle critique, ça veut simplement dire que lorsque je dépasse ou même lorsque je suis dessus, en fait, lorsque je dépasse, il y a une réflexion totale interne de mon faisceau. Un peu comme je montrais lorsque, pendant le cours, le faisceau ne sortait pas de mon prisme de plastique. Donc, il était emprisonné un peu, là. C'était le principe de la fibre optique que je vous avais dit. On le voit pas ici, là, parce que c'est quand même assez difficile, mais si j'étais capable d'avoir vraiment là, une valeur qui est vraiment là, équivalente à mon angle critique, le faisceau qui est réfracté, en fait, serait réfracté vraiment tout le long de mon plan, là, sur la ligne horizontale, là, c'est l'axe des X. L'axe des X, en fait. Donc, si je reviens ici, il y a trois possibilités, en fait. Là, vous voyez que j'ai fait les faisceaux dans l'autre sens, là, mais ça revient à la même chose. Vous voyez, lorsque l'angle d'incidence est plus petit que mon angle critique, ce qu'il y aura juste, en fait,
une réfraction de la lumière. Donc, l'angle ne sera pas pareil. L'angle va dévier. Lorsque dans le deuxième cas, donc la deuxième boîte bleue là, que vous voyez, lorsque l'incidence est égale à mon angle critique, ce que l'on remarque, c'est que le faisceau réfracté aura un angle de 90 degrés avec la normale. Donc, il va suivre vraiment la ligne de séparation entre les deux matériaux. Troisième cas, c'est lorsque l'angle d'incidence est plus grand que l'angle critique. Ce que ça va nous servir, en fait, pas ce qui va nous servir, mais ce que ça va faire une réflexion, donc un peu comme si le faisceau tapait un miroir. Donc, le faisceau va taper un miroir, donc il va revenir et le faisceau ne sera pas transmis à l'autre matériau, comme on peut le voir ici. Comment est-ce qu'on calcule l'angle critique? Bien, dans le fond, c'est avec encore notre même formule qu'on est capable de voir N1 sin θ1, donc qu'on a vu il y a 2 cours, N2 sin θ2. Je vous montre la formule, en fait, je vous montre de où elle vient, mais ce n'est pas obligé de savoir d'où elle vient. Là, tu peux simplement retenir la formule finale, puis ça va être amplement, là, je ne te demanderai pas de déterminer d'où ça vient. Donc, ce que l'on remarque ici, c'est que dans le fond, je veux que mon angle N, mon angle θi soit égal à mon angle critique. Et lorsque ça, c'est possible, je sais déjà d'emblée que le θ2, donc ici, c'est 90 degrés. Donc, N1 sin θ1 est égal à N2 fois le sinus de 90 degrés. Or, si tu pitonnes ça sur ta calculatrice, le sinus de 90 degrés, ça donne 1. Donc, je peux déjà d'emblée remplacer le N2, le sin de 90 fois 1. Et là, ensuite, l'angle 1, on sait que l'angle 1, c'est l'angle critique. Donc, c'est ce qu'on cherche en fait. Donc, angle critique est égal à, et si je cherche à isoler, si je cherche à isoler θ1, en fait, qui est maintenant rendu θ critique, je dois faire le sinus moins 1 pour pouvoir éliminer ça ici. Donc, de N2 fois 1, je ne suis pas obligée de le mettre. Et comment je vais faire disparaître mon N1 de ce bord-ci? En faisant une division de l'autre côté. Ce qui fait que notre formule est égale à l'angle critique est égale à sin moins 1 de N2 sur N1. C'est la formule à retenir pour ce qui est du calcul de l'angle critique. Bien évidemment, l'angle critique te sert pour une chose en particulier, c'est de devoir comparer. Lorsque on a, par exemple, un faisceau qui arrive comme ça ici, on veut savoir s'il est transmis de l'autre côté. Donc, s'il va... excusez-moi, je l'ai fait, c'est sûr qu'il ne peut pas être réfléchi. Donc, s'il va être transmis de l'autre côté ou simplement s'il va avoir une réflexion. Donc, est-ce qu'on est dans le cas 1 ou est-ce qu'il va avoir une réfraction? Ou on serait dans le cas numéro 2 de la réflexion totale interne. Donc, pour arriver à une conclusion avec ça, en fait, ça va être de calculer ton angle critique, en calculant sin moins 1 de N2 sur N1. Et lorsque c'est calculé, tu regardes, tu compares en fait ton angle avec lequel ton faisceau est arrivé. Et là, si par exemple, ton θ1 est plus petit que ton angle critique, ce que ça va donner, c'est qu'il va avoir une réfraction. Donc, c'est exactement là ce qu'on a écrit ici. Donc, si ton angle I est plus petit, il va avoir une réfraction.
Si, par exemple, ton θ I est égal, donc, si ton θ I est égal à ton angle critique, ce qu'il va avoir, c'est le faisceau va suivre la séparation des deux milieux. Des deux matériaux. Un peu comme ce que vous avez au niveau du deuxième carré bleu. Et dans le troisième cas, s'il y a l'angle d'incidence est plus grand, donc je m'excuse, plus grand que l'angle critique, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une réflexion totale interne. Je pense que c'est pas mal ça, là. Vous allez pouvoir faire des numéros dans votre cahier. Donc, les pages, si je ne me trompe pas, c'est 114 qui avait des numéros là, 1 à 6 qui étaient quand même assez faciles. Donc, 114 numéros 1 à 6 qui étaient à faire pour le prochain cours. Sinon, 7 et 8, ça va être des numéros qu'on va faire au prochain cours parce que c'est des numéros synthèse. Donc, j'espère que c'est clair et passez une excellente soirée.